Nicolas Obermann entame une étude hautement philosophique d'une expression française qu'elle a apprise à l'école. Lorsque je prépare mon bac au lycée Ricarda Hoch de Dreieich, une petite ville à côté de Francfort, on nous fait travailler sur la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre et son système de pensée, l'existentialisme. Je fais alors connaissance avec le terme mauvaise foi, littéralement schlechter Glaube en allemand. C'est que pour Sartre, et pour faire court, l'homme est né libre et responsable de ses actes. Et la mauvaise foi, c'est le fait de nier cette liberté, de nier le fait d'être maître de son destin par ses propres choix. Ma prof de français nous le traduit maladroitement avec « schlechtes Gewissen », mauvaise conscience. Bref, pour moi, la mauvaise foi est un concept philosophique que je ne comprends pas très bien. Puis, j'arrive en France. Et là, je constate avec étonnement que les Français sont tous de mauvaise foi. En fait, ils utilisent le terme à tout bout de champ. Dis donc, tu es vraiment de mauvaise foi, toi. Arrête avec tes arguments, c'est de la mauvaise foi. Un peuple de philosophes, c'est français? Non. Je comprends vite que Sartre n'a pas du tout inventé le terme de mauvaise foi. Il lui a juste donné une signification philosophique. Dans le langage courant, l'expression « être de mauvaise foi » signifie savoir que l'on a tort sans vouloir l'admettre, refuser de reconnaître une évidence. Cela implique d'habitude qu'on sait que l'autre a bien compris notre manège. Cet interlocuteur, donc celui qui sait que l'on sait qu'il sait que l'on a tort, estime alors que nous sommes de mauvaise foi. Intéressant, me dis-je. Comment dirait-on en allemand pour désigner un tel comportement? Selbstlüge, mensonge à soi-même, Unaufrichtigkeit, hypocrisie, Unredlichkeit, malhonnêteté, Selbsttäuschung, aveuglement, Heimtücke, sournoiserie. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun terme qui corresponde vraiment. Et comme ceux que l'on ne peut nommer n'existent pas, j'en conclus que puisqu'en Allemagne on n'a pas de mot pour désigner la mauvaise foi, elle n'y existe pas, et qu'un Allemand qui a tort est absolument toujours prêt à l'admettre. Toujours. Comment? Vous trouvez que je suis de mauvaise foi en avançant ça? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher? C'est impossible, vous dis-je. Je ne peux pas être de mauvaise foi. Je suis allemande. Vous le savez, le chancelier Otto von Bismarck a été l'artisan de l'unité allemande proclamée le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Un vrai héros dûment célébré comme il se doit dans nombre de villes allemandes. Quelques 700 monuments rappellent ainsi sa gloire, comme à Bielefeld par exemple, avec une statue du sculpteur Rudolf Simmering, à Francfort-sur-le-Main, à Goslar, à Mannheim par Emil Huntriese, qui est également l'auteur du monument de Lübeck. Souvent, le projet du monument fait l'objet de souscriptions à laquelle participent les notables de la ville. La plupart du temps, Bismarck est coulé dans le bronze dans son uniforme militaire, avec bien sûr le célèbre casque à pointe, la Pickelhaube, sur la tête. Parfois, comme à Brême, c'est en cavalier que le sculpteur, en l'occurrence Adolf von Hildebrandt, a décidé d'honorer le grand homme. Nous voici à Berlin, dans le Tiergarten, à proximité de la Siegessäule, la colonne de la victoire, et comme souvent, la main gauche de Bismarck enserre le pommeau de son épée, tandis que sa main droite repose sur l'acte de la fondation de l'Empire. À Munich, le sculpteur Fritz Behn a choisi le style monumental des années 30 pour représenter un immense Bismarck de porphyre, une statue très contestée à l'époque. Mais c'est à Hambourg que revient la palme du monument le plus imposant. 34,50 mètres pour ce Bismarck de granit en tenue de chevalier médiéval. Le petit Bismarck du quartier d'Altona, dans la même ville de Hambourg, paraît bien pâle à ses côtés. Et enfin, nous terminerons par la toute récente statue du sculpteur ukrainien Sergei Muzat, inaugurée en avril 2015 à Wilhelmshaven, dans le nord de l'Allemagne, et dont l'inauguration a suscité bien des remous et des critiques, les détracteurs reprochant de célébrer, dixit, un guerrier réactionnaire et antidémocrate. Pourtant, le sculpteur avait pris soin de retirer le casque à pointe. Comme on le voit, le culte de Bismarck n'est pas près de s'éteindre en Allemagne.
Savez-vous que la numérotation des rues de Berlin est absolument invraisemblable? Maya Rettig nous explique l'origine de ce casse-tête. Celui qui a déjà été à Berlin connaît, hélas, cette situation. Vous vous trouvez dans la Kantstraße et vous cherchez le numéro 53. Vous êtes à pied, évidemment bien chargé, et vous êtes à hauteur du numéro 4, le 53. Vous décidez donc de traverser la rue pour vous retrouver du côté des numéros impairs. Et là, stupéfaction, vous tombez pile en face de l'entrée du 126. Comment est-ce possible? L'immeuble à côté du 126 affiche le numéro 125. Alors, vous avez compris? Eh bien oui, à Berlin, les immeubles sont numérotés les uns à la suite des autres. Ça commence par 1, 2, 3 d'un côté de la rue, au bout de la rue ça change de côté et ça revient. Mais alors, où est donc ce numéro 53? De ce côté-ci de la rue ou de l'autre? Et vers où aller pour le trouver? Car on ne sait jamais à quel numéro exactement ça va changer de trottoir. Il y a bien des petites flèches sur les plaques des rues numérotées à l'ancienne, mais ça n'aide pas beaucoup. Car si elles indiquent le sens de la numérotation, elles ne disent ni sur quel trottoir se trouve le numéro 53, ni s'il faut le chercher tout en bas ou tout en haut de la rue. Bon courage! Pour comprendre, un petit retour en arrière s'impose. En 1798, le préfet de police de l'époque, Johann Philipp Eisenberg, décide pour la première fois de donner un numéro à chaque maison de Berlin. Eisenberg aspire à un classement continu. Pour lui, le centre de la ville, c'est bien sûr le château de Berlin, et la fin de la ville, l'hôpital de la Charité, situé à l'autre bout. Un hôpital qui doit son nom français au fait qu'à la cour du roi et empereur Frédéric Guillaume Ier, on parlait bien évidemment le français. Le château de Berlin porterait donc le numéro 1, viendrait ensuite la Schlossplatz, puis le Lustgarten, la Bodestraße, Unter den Linden, la Ziegelstraße, Oranienburger Straße, le Schiffbauerdamm, et ainsi de suite, une sorte de long serpent qui se déroulerait jusqu'à l'hôpital de la Charité, qui se verrait attribuer, lui, le dernier numéro. Ce projet ne verra jamais le jour, car il déclenche une vive polémique. Les uns veulent numéroter chaque rue, chaque place, chaque ruelle. Les autres souhaitent établir un classement par quartier. Cette querelle dure bien 1 an, jusqu'à ce que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, tranche et édicte un arrêté le 28 septembre 1799. Sa Majesté le roi de Prusse approuve la décision de la Direction générale de simplifier l'identification des maisons à Berlin. Celles-ci ne seront pas numérotées suivant un seul classement croissant à travers toute la ville, mais feront l'objet d'une numérotation continue propre à chaque voie. Les plaques se verront dotées de chiffres dorés sur fond bleu. Le roi a décidé. Les maisons se voient attribuer un numéro de police, comme on appelait ça à l'époque. En 1929, ce système est modifié et pour les nouvelles rues, on emploie le système de numérotation appliqué partout ailleurs. Soit, dans le sens de la numérotation, les numéros pairs du côté droit, les numéros impairs du côté gauche. L'ancienne numérotation continue néanmoins d'avoir cours. Les deux systèmes cohabitent donc aujourd'hui, créant souvent la confusion dans l'esprit des nouveaux arrivants. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Haha! Sommes-nous dans une station essence française ou allemande? Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il fallait être très attentif, ou bien fan de foot. L'indice se trouvait sur ce poteau, ici. Il s'agit d'un autocollant bleu et blanc avec le logo du club de foot berlinois Hertha Berlin. Nous étions donc en Allemagne et plus précisément au sud-ouest de Berlin.